Au cours des milliers d'années, les humains ont sauté dans des piscines, essayant de marcher sur l'eau. Pour l'instant, ils ont tous échoué. Ce talent aux proportions bibliques est-il un miracle? Serait-il possible de marcher sur l'eau? C'est pourquoi nous allons explorer les différentes méthodes pour y parvenir. Nous allons commencer notre quête pour dévoiler les secrets de la marche suraquatique en découvrant le basilic, un lézard saurien de la famille des Corythophanidae. Son biotope est la forêt tropicale humide où il se perche en hauteur sur des buissons situés au-dessus des cours d'eau et d'où il se laisse tomber en cas de danger. Les basilics sont aussi connus comme les lézards Jésus à cause de leur capacité à courir comme des bipèdes sur l'eau. Ils courent à une vitesse d'1,5 m par seconde durant à peu près 4,5 m avant de couler et commencer à nager. Leurs pattes palmées les aident à mieux se supporter et créent une surface plus large ainsi qu'une pochette d'air. Ils peuvent aussi courir sur l'eau à 4 pattes, ce qui leur permet d'augmenter la distance parcourue sur la surface d'environ 1,3 m. Donc on est ici au Jardim Zoológico de Lisboa pour aller découvrir plus sur notre lézard le Basilicus. Mais il y a eu un petit imprévu, notre lézard est malade. Mais on nous a donc proposé d'aller voir le hydrosaure des Philippines, qui est un lézard de la même famille, qui a les mêmes capacités que notre Basilicus. Donc on y va. Une fois à l'intérieur, le centre pédagogique nous a fait une session d'encadrement zoologique exceptionnelle, pendant laquelle ils nous ont expliqué l'importance de cette institution centenaire dans la préservation des espèces animales et dans l'éducation et sensibilisation du public. Nous avons même eu l'opportunité d'interroger la responsable du reptilarium pour mieux comprendre les capacités de notre lézard. O pequeno que este lagarto correr em cima d'água é o formato da pata. Mas ele não corre bem dentro em cima d'água. O basilisco tem essa capacidade, porque é leve, aerodinâmico. E a pata. E ainda tem aquele outro nome que é o Jesus Lizard. Este nada por cima d'água, não sei se está bem? Não é de correr, o basilisco consegue correr. Até mesmo correr, isto é nadar à superfície. Ok. E os basiliscos são mais ou menos do mesmo tamanho? Não, são mais pequenos. São mais Muito pequenos. mais Sim, são mais pequeninos. pequenos. Mas estes são para deste tamanho. Sim, o tamanho deste. Sim, adultos são para deste tamanho, ou até mais pequenos. Agora, o que distingue isto só de outros répteis da mesma família e que lhes dá esta capacidade de andar à superfície ou nadar à superfície é as patas, não é? É mesmo as patas. Este também usa a cauda, não é? E o basilisco já não. É para se suspender. Para suspender. É para É mais equilíbrio. um- é mais Este um aqui é aquele mesmo levantar. para ajudar É como leme. Sim. Este é como leme, o outro não. O outro Pronto, o outro é para é porque não o cair para a outro não frente. consegue ir assim. Sim, consegue andar. Este vai assim. Então este utilizaria como leme e o outro seria mais para... É equilíbrio para não cair para a frente. Para levantar, está a perceber? Exatamente para o balanço de peso. Acha que esta capacidade de certos répteis a correr em cima da água poderia ser transposta de alguma maneira para o ser humano? De alguma maneira, sim, não e Se eu me porquê? conseguir imaginar. Com a imaginação, exatamente. Não? Eu acho Mudando assim o formato dos pés com um sapato especial ou uma coisa assim. Vocês são de sapatos e design moda. eu acho que é difícil. Não sei, é Há muito características difícil. que só São certos animais é depois- que conseguem ter. Porque, por exemplo, o basilisco, além de conseguir fazer isso tudo, A própria fisionomia do corpo, não é? Também o peso, o peso. o A trabalho, estrutura óssea, tudo. tudo tem a ver.
as escamas, todo o seu corpo, os pulmões, o coração, a maneira de distribuir o sangue, tudo isso faz com que eles sejam ótimos dentro da água. Portanto, nós nunca conseguiríamos ter essas características, por exemplo. Se vocês virem os animais... Nós não temos escamas, nós começávamos a ficar rugosos na pele, a nossa pele iria ficar toda... Como estamos muito tempo na praia, ficávamos assim, portanto, não. Se vocês virem os animais, tiveram olfatos antes especiais. comuns, não é? Só olfatos muito especiais. E até aliás porque a relação massa e velocidade que eles conseguem correr é muito superior ao que nós somos capazes. Mas, Sim. por exemplo, nós podemos correr uma maratona de 10 mil quilómetros, não é? Sim. Pronto, consegues ter essa capacidade, eles não conseguem ter essa capacidade dos 10 mil quilómetros. Eles andam mas o 4 ou 5 primeiro- metros, não é? Muito mais Conseguem andar rápido isso. do que nós, mas depois parou. Sim. Isso é a mesma coisa que tu comparares, por exemplo, uma zebra e uma chita. Sim. Uma zebra consegue correr durante horas, porque há aquela velocidade. Uma chita consegue correr a 120 km, muito rápido, mas ali em 400 ou 500 metros. Estás a ver? É a mesma Ou coisa, seja, tudo é diferente. Exatamente. Tudo é diferente. Muito específico. Une fois la visite au jardin zoologique terminée, nous sommes venus au musée d'histoire naturelle et de la science, ici à Lisbonne, justement pour faire ce qu'on y fait depuis 2 siècles, explorer, comprendre et expliquer. Tournons-nous vers la physique qui se cache derrière la course du basilic. La première est la phase du choc. Au cours de chaque pas sur l'eau, le choc initial avec la surface soulève le corps du basilic. Chez les lézards les plus jeunes et plus légers, cette force de choc suffit pour fournir la portance nécessaire pour flotter. La capacité du lézard à générer un excès de portance pendant la phase de choc de la course diminue à mesure que la masse du lézard augmente. Le mouvement de la patte est principalement descendant et la magnitude de la force ascendante est beaucoup plus importante pendant cette étape qu'à tout autre moment du pas. L'étape du coup, après la phase de choc, le lézard pousse sa patte vers le bas et crée une cavité d'air dans l'eau. Le transfert d'impulsion de la patte à l'eau au cours de cette phase génère le reste de la force de portance nécessaire pour rester en surface durant la poussée vers l'avant. Bien que les lézards appliquent des forces latérales signifiantes à l'eau, ceci est fait pour créer de l'équilibre et de la stabilité, et non pas pour créer de la portance. Ce mouvement latéral pourrait être aussi une limitation anatomique imposée par la posture de cet animal. Il est crucial pour le lézard de rétracter sa patte de la cavité d'air avant qu'elle s'effondre, sinon il coule. Pour les lézards plus lourds, une grande partie de la portance provient de cette phase. La traînée sur la patte est issue de la combinaison de la traînée hydrostatique due à la profondeur croissante et à la force transférée au fluide. Finalement, la phase de récupération. En tirant sa patte hors de l'eau pendant la phase de reprise ascendante, le basilic courbe ses orteils vers l'intérieur pour éviter une traînée accidentelle sur les parois de la cavité d'air. On rappelle que ceci a lieu dans la cavité d'air et doit être terminé avant que celle-ci s'effondre. Lors de la récupération descendante, et la vitesse du mouvement de la foulée augmente à mesure que le lézard se prépare pour frapper la surface de l'eau avec le pas suivant. Aucune force importante n'est éprouvée par la patte du lézard pendant ces 2 phases. La période de temps que la cavité d'air reste ouverte dépend de la forme de la patte du lézard. La question est quelle est la vitesse minimale à laquelle une personne peut courir sur la surface de l'eau? La version algébrée pour cette réponse peut être exprimée de la manière suivante. Si l'eau, avec une densité ρ, est poussée à la vitesse v par un pied d'air A, alors la force ρ fois A fois v au carré est générée. Cette force doit être en fonction du poids P de la personne,
Ainsi, l'estimation de l'ordre de la magnitude devrait être V égale racine carrée du poids divisé par ρ fois A, qui est égal à 10 mètres par seconde. Il y a cependant un hic. La question portait sur la vitesse horizontale, tandis que l'argument considérait la vitesse de foulage verticale. Peut-on vraiment se déplacer avec une vitesse lente à condition que nous marchons avec une vitesse suffisante? Cependant, notre question reçoit une réponse inattendue. Des œuvres des professeurs Glashing et McHone, qui enquêtaient des lézards qui couraient sur l'eau. À partir de ces travaux, nous pouvons en déduire ce qui suit. La force ρ fois A fois V au carré a un préfacteur de l'ordre de 1/3. Le préfacteur dépend de la forme du pied, mais nous avons une seule réponse pour un pied de forme circulaire. Il y a aussi quelques corrections. L'article ici mentionné nous parle d'une dépendance à la force en fonction de la profondeur due à la pression hydrostatique. Elle est négligeable dans notre cas. Cet article nous informe aussi sur un problème supplémentaire. Comme le pied entre dans l'eau, l'eau se sépare et le pied doit être retiré avant que la cavité d'eau soit fermée. Toutefois, nous notons que la personne en courant sur l'eau ne pourra pas pousser son pied dans l'eau plus de 0,5 mètres, ce qui durera environ 0,02 secondes. Des graphiques montrent clairement que la personne a assez de temps pour retirer le pied avant que la cavité se ferme. On ne sait pas dans quelle mesure une personne devrait pousser son pied vers l'avant dans l'étape suivante, mais il semble raisonnable qu'il doit se déplacer dans l'eau au moins 0,5 mètres, la profondeur de la cavité d'air créée dans l'étape précédente. Dans ce cas, la vitesse de défilement horizontale est égale à environ 20 mètres par seconde. La présence du préfacteur augmente notre estimation de vitesse à des vitesses plus proches de 20 mètres par seconde. Nous ne sommes pas les seuls à s'intéresser au déplacement suraquatique de cet animal. Par exemple, aux États-Unis, l'université de Carnegie Mellon essaye même de mettre au point un prototype. En résumant, l'adaptation de cette technique à un être humain est très difficile. Oui, mais tu n'as pas jamais vu un insecte qui arrive à marcher sur l'eau sans utiliser cette technique? Il est vrai. En fait, en tout cas, il n'est pas faux qu'il y a des insectes qui possèdent ces capacités. Explorons un peu plus. Les guérisses sont un genre d'insectes hémiptères hétéroptères. Ils appartiennent au même sous-ordre que les punaises. Et ils ont la capacité de marcher sur l'eau. Leur mode original de déplacement est partagé avec quelques autres espèces d'araignées, comme par exemple le Dolomède febriatus ou par exemple le Dolomède triton. Cette capacité est permise par un double phénomène. Premièrement, la tension superficielle de l'eau. Celle-ci repousse les substances hydrophobes posées à sa surface. Ainsi, les pattes des guérisses sont munies de poils très hydrophobes qui empêchent la pénétration dans l'eau. En effet, les deux paires de pattes possèdent des tarses munis de poils hydrofuges, c'est-à-dire qu'ils préservent de l'eau. Et, d'une autre part, cette capacité est due au phénomène de dépression topographique, qui est créé comme si on appuyait sur une nappe tendue avec le doigt et entraîne, du fait de la tension superficielle de l'eau, une suppression qui permet de porter l'animal. En d'autres mots, si les guérisses étaient plus lourds, cette tension superficielle serait insuffisante pour assurer leur sustentation. Mais cela semble un peu abstrait. Essayons d'expliquer la notion de tension superficielle en l'exemplifiant par le moyen d'un trombone. Tout d'abord, les molécules d'eau sont polaires, c'est-à-dire elles ont un pôle chargé positivement, constitué des atomes d'hydrogène, et un pôle chargé négativement, dont fait partie le seul atome d'oxygène. Ainsi, elles se font attirer les unes aux autres dans toutes les directions, par ce que l'on appelle des liaisons hydrogènes.
On peut alors parler de forces équilibrées. En d'autres mots, ceci veut dire que comme une molécule d'eau donnée est attirée par toutes les autres molécules d'eau environnantes, les forces s'annulent et cette molécule d'eau peut circuler librement dans le liquide. Cependant, la situation est différente pour les molécules d'eau qui se trouvent en surface. Les molécules à la surface du liquide ont les mêmes molécules sur un côté, faites d'eau, mais différentes molécules de l'autre, constituées d'air. Ainsi, les forces de cohésion entre les molécules d'eau sont beaucoup plus grandes que les forces d'attraction entre les molécules d'eau et d'air, résultant en une force nette sur la surface que l'on appelle tension. Ceci donne l'impression d'une peau invisible. De surcroît, cette interaction explique aussi pourquoi les liquides adoptent une géométrie et ont la plus petite aire de surface, celle d'une sphère. Premièrement, on remplit notre récipient d'eau. De suite, on dépose avec attention le clip à la surface de l'eau à l'aide de notre fourchette ou de notre cuillère. Ainsi, nous pouvons bien observer ce phénomène de couche invisible lorsque le trombone repose sur la surface de l'eau. De plus, le trombone est aussi capable d'être porté par la tension superficielle puisque son poids, c'est-à-dire la force gravitationnelle exercée sur lui, est très faible par rapport à la tension nette à la surface de l'eau. Cependant, si on diminue la tension superficielle de l'eau en y ajoutant quelques gouttes de tensioactif, typiquement une goutte de détergent liquide, le guérisse n'est plus porté et crève la surface de l'eau. C'est pourquoi le guérisse marchant normalement sur l'eau est considéré comme un bio-indicateur d'une eau non polluée par un tensioactif. Mais puisque la tension superficielle de l'eau est incapable de soutenir un homme, que faire ? Nous pourrions traverser le problème. Ah ! On va essayer de rendre le liquide plus visqueux. Mais pourquoi plus visqueux? Enfin, je vais tout expliquer, t'inquiète. Qu'est-ce que la viscosité ? La viscosité, par définition, est la propriété du fluide correspondante au transport microscopique de quantité de mouvement par diffusion moléculaire. Autrement dit, plus la viscosité est importante, plus la vitesse à laquelle le fluide se déplace est faible. Un exemple? Quand on frappe avec le dos de la main du sable mouillé, celui-ci a la consistance d'un solide, alors même que si on l'appuie doucement dessus avec un doigt, le sable se comporte comme une substance pâteuse, facilement déformable. C'est également le cas avec un mélange d'eau et de maïzena. Nous rentrons maintenant dans le domaine de la rhéologie, qui est l'étude de matériaux avec des caractéristiques solides et fluides. À vrai dire, la recette à la base de cette prouesse tient à la physique très particulière de ce que l'on nomme un fluide non newtonien, qui possède la particularité que sa vitesse de déformation n'est pas directement proportionnelle à la force que l'on exerce sur lui. Cet exemple peu coûteux et non toxique d'un fluide non newtonien peut facilement être fait en ajoutant 2 tiers de fécule de maïs à 1 tiers d'eau. En ajoutant l'amidon en petites portions et mélangeant la solution lentement, celle-ci va prendre la consistance de la crème de lait et ce que l'on appelle la propriété dilatante devient apparente. En effet, les fluides non newtoniens arrivent à supporter le poids d'un humain puisque leur viscosité apparente s'amplifie selon l'augmentation de tension. Mais cependant, peut-on dire que l'homme vient de marcher sur l'eau ? Nous avons étudié le basilicus, qui, lui, est capable de marcher sur l'eau. Cela est dû à ses grandes pattes qui créent une grande interface avec l'eau
et aussi à son anatomie exceptionnelle. Par la suite, nous avons découvert le guéris, un des nombreux insectes capables de marcher sur l'eau. Et ceci grâce à ses poils hydrophobes et à son faible poids qui lui permettent d'être soutenu que par la tension superficielle de l'eau. Sachant que l'homme n'a pas le poids d'un guéris ou l'anatomie exceptionnelle du lézard, on a été obligé d'apporter un nouveau regard sur le sujet, altérant la superficie liquide. À partir de nos expériences sur le fluide non newtonien, on a finalement arrivé à faire l'homme marcher sur l'eau. Alors, pour répondre à notre question, serait-il possible de marcher sur l'eau? Serait-ce un miracle? Cela est possible. Le truc, car il n'y a rien de religieux, de magique ou de paranormal, et qu'il vous faudra pour y parvenir disposer de plusieurs milliers de litres d'un fluide non newtonien. Elle s'est déroulée à Kuala Lumpur, en Malaisie, et non dans les Tibériades. Et on y voit des enfants et des adultes courir sur ce fameux fluide non newtonien. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre parcours ensemble. Mais avant de vous quitter, on voudrait bien remercier notamment le Jardin zoologique de Lisbonne qui nous a enrichis en connaissances sur ce sujet. On voudrait aussi remercier au lycée français Charles Pierre par l'aide des professeurs qui nous ont aidés et suivis pendant les séances de TPE. Nous voudrons aussi remercier au Musée de l'Histoire naturelle et de la science pour son aide dans la conception de ce projet. Merci beaucoup. Finalement, on vous dit au revoir et à une prochaine.